Non, donc ce qui est ouf, c'est que pendant le Covid, on va faire 1 million d'euros, 1 million 100 en une semaine. Waouh. Le truc, c'est que c'est comme quand t'as un coup de foudre et que tous tes amis te disent franchement je le sens pas et que t'en veux à tes amis plutôt que d'écouter en disant peut-être ils voient quelque chose que je vois pas. En fait, tu leur en veux et c'est pareil, c'est-à-dire que je veux y croire. Je veux croire à cette idée de pouvoir être riche sans rien foutre. Et les gens pensent que l'argent c'est de la technique, mais c'est au moins 50% de la psychologie. Je suis vraiment content d'avoir l'occasion de faire une deuxième interview avec toi. Surtout que la première, pour moi, elle était très symbolique. C'était la première fois que je te rencontrais après avoir fait plein de séminaires avec toi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la psychologie de l'argent pour une raison, c'est que on t'entend peut-être pas énormément sur ce sujet-là. Et pour autant, en ayant passé la semaine avec toi, j'ai pu voir à un moment donné à quel point c'était important pour toi d'aider les gens sur ce sujet-là. Et peut-être commencer par pourquoi c'est important pour toi d'aider les gens sur le sujet de la psychologie de l'argent. Bon, déjà, je pense que j'ai été marqué. Mon père a été abandonné par son père, puis par sa mère. Et donc, il a grandi avec pas grand-chose. Et donc, il a été marqué par rapport au manque d'argent. Et donc, voilà, déjà, j'ai grandi en allant régulièrement dans la voiture de mon père. Potentiellement, c'est distordu avec le temps, mais j'ai cette image qu'au moins une fois par semaine dans la voiture, il me dit on a des traites, c'est son mot pour dire on a des dettes, et de sentir son stress lié à l'argent et sentir aussi la libération quand il vient de terminer, parce qu'il avait plusieurs prêts en parallèle, payer les prêts, le stress de perdre son emploi. Et donc j'ai été marqué par ça. Marqué aussi, encore une fois, c'est ma manière de le dire, je suis toujours mal à l'aise, parce que j'ai peur que mon père le voie et le vive mal. Mais bref, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que d'un côté, il pouvait, parce qu'il a voulu compenser, donc me faire des cadeaux, etc. Mais je voyais des fois dans ses yeux du stress que je prenne un deuxième verre de jus d'orange ou quoi. Et je pense que c'est vraiment pour le coup inconscient. Il me disait pas, prends pas de deuxième verre de jus d'orange. Mais moi, j'ai associé ce truc de. Il faut vraiment faire attention à tout moment, on peut tout perdre. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon entreprise, je pense que c'est le message que j'ai entendu en boucle. C'est tu peux tout perdre, tu peux tout perdre, tu peux tout perdre. Et de l'autre côté, ma mère, elle vient d'une famille d'agriculteurs. Et même si mon grand-père a bien réussi en tant qu'agriculteur, j'ai été marqué par des détails comme le papier, il faut le garder, parce qu'on peut, on peut réimprimer sur l'autre côté du papier. Donc, et ma maman, voir beaucoup je voyais de la satisfaction de se rappeler que les yaourts, ils sont à leader price à tel prix versus tel truc. Et donc, déjà, j'ai eu cette culture autour de faut faire attention à l'argent. Plus saine entre guillemets côté de ma mère dans la relation et plus stressé chez mon père entre guillemets. Donc ça, je pense que ça m'a marqué. Et du coup, à 15 ans, c'est un stress pour toi l'argent? À 15-20 ans, c'est un stress? C'est pas très important? T'en fais un but? Tu te dis quoi? À 15 ans, c'est pas très important parce que dans mon monde, j'ai des plus gros problèmes à gérer, Ok. c'est-à-dire ma timidité, ma confiance en moi, etc. Par contre, plus tôt, je sais que je fais attention à économiser de l'argent et à pas le dépenser n'importe comment. Mais je pense que le truc là je pense, je vois la scène potentiellement dans la semaine dernière que tu as, c'est, mais je pense que c'est le combo. Je me rappelle d'un ami d'enfance qui se foutait dans des situations vraiment problématiques parce qu'il gérait mal son argent. Et ça me frustrait pour lui parce que il était un peu en mode il faut vivre dans le présent, machin, etc. Donc il dépensait tout l'argent qu'il avait et à un moment donné, ben, tu as la voiture qui tombe en panne. Il n'a pas l'argent pour réparer la voiture. Du coup, il est obligé de faire je sais pas quoi pour avoir l'argent. Il arrive du coup en retard à son taf, donc il se fait licencier. Et en fait, il rentrait dans des cercles comme ça. Et ça m'attristait de voir le degré de problème qui se créait juste parce qu'il n'arrivait pas à le gérer. L'autre chose, c'est de voir justement dans des gens que j'ai côtoyés, soit côté famille, soit amis de mes parents, qui se mettent dans des. Enfin, en fait, la sensation que il y a tout un système qui arnaque des gens parce qu'ils sont pas éduqués. L'exemple que je prenais, sans citer la personne, l'exemple que je prenais qui, moi, me met en colère, c'est. Donc, j'ai quelqu'un de ma famille proche qui qui est pas énormément d'argent, veut se construire sa piscine avec toute l'épargne qu'il a, une petite piscine, a l'argent de quoi payer cash sa piscine.
Et le pisciniste, en collaboration avec la banque, va lui faire un prêt à la consommation en lui montrant que c'est telle mensualité par mois, donc ça semble hyper sexy en lui disant c'est que quelques pourcents, mais il ne se rend pas compte qu'en fait 10% d'intérêt ou 15% d'intérêt, c'est pas juste 15% d'intérêt. En fait, ce qui est contre-intuitif, c'est que quand les gens ils pensent que la piscine elle vaut 10 000 et que c'est 15% d'intérêt, ils imaginent qu'ils vont payer 1 500 € d'intérêt. Mais en fait, non. C'est-à-dire que vu que c'est un prêt sur par exemple 10 ans, c'est les intérêts sur chaque année. Et donc potentiellement, ils vont payer la piscine à 10 000, ils vont la payer 20 000 et pas 11 500 comme ils imaginaient. Et moi, ça me frustre que. Et je pense que voilà, c'est le combo de voir ça et je pense d'avoir senti à quel point on peut être dans la merde par mon père lié à l'argent qui fait que ça a tendance à me frustrer de voir comment plein de gens, parce qu'ils ont pas, on leur a pas donné l'éducation, vont faire des choix comme ça où ils se mettent tout seuls dans des situations dramatiques. Et c'est quoi les plus grosses erreurs du coup que tu les vois faire? Alors les prêts à la consommation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un système qui est bien huilé. C'est-à-dire qu'on te vend une vie fantasmée dans laquelle tu es censé avoir que du plaisir avec la maison plus grande, la piscine et je sais pas quoi, ou les vacances. Donc je me mets à fantasmer d'une vie en pensant que le jour où je l'ai, j'aurai que du plaisir. Ça va m'amener à sacrifier mon présent entre guillemets, à sacrifier mon futur plutôt pour un bénéfice du présent. Donc je veux avoir la piscine maintenant, mais je vais la payer 2 fois dans le futur. Et donc je pense que c'est de se laisser happer par toute cette forme de marketing qui n'est pas un problème en soi. C'est que on a une entité qui est très puissante versus des personnes qui n'ont pas les outils pour savoir comment prendre du recul. Après, je privilégie la gratification immédiate et je ne me rends pas compte que je viens de me condamner à galérer. Ça a plein de ramifications sur lesquelles on pourrait aller. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point bien gérer ton argent te crée de l'argent. C'est-à-dire que quand tu gères bien ton compte bancaire, c'est beaucoup plus facile de négocier avec ta banque qui ne te fasse pas payer tel intérêt, qui optimise ton prêt bancaire. Et donc, ton argent va facilement t'en gagner. Je prends un exemple qui est valable dans certains pays. Tu peux payer un loyer par mois dans certains pays ou à l'année. Et souvent, quand tu payes à l'année, tu peux avoir 1 ou 2 mensualités de moins. Donc, ça veut dire que c'est entre 10 à 20% de moins. 10 à 20%, c'est difficile d'avoir un investissement qui te rapporte 20%. Les meilleurs investisseurs, ils ont 13-14% de retour sur investissement. Et donc, si tu as réussi à gérer en fait ton désir de gratification immédiate, ne serait-ce qu'un peu plus, pour mettre de l'épargne suffisamment pour payer en une fois ton appartement, tu viens, grâce à ça, d'avoir l'investissement qui a une rentabilité meilleure que celle de Warren Buffett. Et en fait, ce genre de truc, je pourrais t'en trouver plein. Quand tu as plus d'argent, les gens ont envie plus de t'offrir des trucs parce qu'en fait, ils valorisent, c'est une forme de pouvoir, ils valorisent ta personne parce qu'ils se disent que tu es plus riche et qu'en plus, tu maîtrises mieux tes émotions parce que tu maîtrises ton argent. Et donc, on te fait plus de cadeaux quand tu as plus d'argent. La banque, elle t'upgrade à un truc spécial dans lequel la carte bancaire est gratuite, dans lequel les frais sont meilleurs, dans lequel le taux de change est meilleur, juste parce que tu as mieux géré tes finances. Et ce qui est fou, moi, j'adore les trucs qui, une fois que c'est mis en place, ça ne demande aucun effort. C'est-à-dire qu'une fois que tu es je sais pas, premium dans la banque, au quotidien, t'as pas plus d'efforts, même moins. C'est-à-dire que dans certains pays, quand t'es premium, c'est pas toi qui te déplaces à la banque, c'est la banque qui vient chez toi. Mais ça, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que t'as économisé potentiellement un ticket de métro ou un taxi, t'as économisé 1h30 de ton temps. C'est 1h30 de ce temps-là, tu l'investis à apprendre quelque chose. Tu développes ta valeur sur le marché. Et en fait, ces boucles, on ne s'en rend pas compte que ça semble être que des micro-pourcentages cumulés, mais ce n'est pas des additions, c'est vraiment une multiplication. C'est-à-dire que 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 20, tout le monde y arrive. 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est super dur à calculer. Et c'est un chiffre qui n'a rien à voir avec 20, c'est énorme. Ou l'autre exemple que j'aime bien, c'est tu préfères qu'on te donne $1 million maintenant ou 1 centime qui double tous les jours pendant seulement 30 jours. Et quand tu demandes aux gens ce qu'ils choisissent, la majorité des gens choisissent le million. Tu dis 1 centime, 1 million. Et donc, à vérifier, mais en tout cas de mémoire, 1 centime qui double pendant 30 jours, c'est 5 millions. Et ça, c'est juste une illustration de à quel point notre cerveau, il n'est pas câblé pour
pour valoriser, pour vraiment. Quand tu dis 1 centime qui double tous les jours. Donc ça fait 1 centime, puis 2 centimes, puis 4 centimes, puis 8 centimes, qui double sur 30 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est complètement irréaliste à quel point notre cerveau n'est pas câblé pour appréhender l'exponentiel, pour arriver à toucher l'exponentiel. Ouais. Et donc on se fait avoir comme ça. C'est-à-dire que pour moi, un des trucs qu'on devrait interdire, c'est tu fais un prêt. Je reprends mon exemple de prêt. Tu as l'impression que ton prêt de 6% pour acheter ton appartement, c'est pas grand-chose. Parce que c'est que 6%. Mais en fait, sur 30 ans, ta maison, elle va te coûter extrêmement cher. Et pour moi, soit ça devrait être obligatoire à l'école qu'on t'explique l'exponentiel et qu'on te permette de comprendre les taux d'intérêt. Parce que c'est comme ça que les banques t'enculent. Excusez-moi. Ouais. C'est qu'elles te disent « c'est juste 6%, regardez votre mensualité ». Et j'ai pas... En fait, le problème, c'est que c'est un rapport de force. C'est-à-dire que quand les banques font ça face à un Warren Buffett, il se passe rien. Les deux comprennent elles ont le même... C'est comme Mohamed Ali contre un grand boxeur, c'est un jeu qui est équitable. Mais Mohamed Ali contre un enfant de maternelle, c'est pas très équitable et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as d'un côté des gens qui c'est leur métier avec un niveau de complexité, un langage particulier, 25 lignes dans le contrat avec différents types de taux d'intérêt qui ont chacun leur nom, une sémantique que tu comprends pas. Naturellement, du coup, tu te dis je comprends pas et lui il m'a dit que j'allais juste payer X par mois. Donc on n'appréhende pas l'exponentiel ni dans le sens des intérêts de ce que ça va nous coûter, ni dans le sens de à quel point ça peut nous rapporter. Et c'est ce qui fait qu'on pense que pour être riche, il faut gagner beaucoup d'argent. Mais il y a des centaines d'exemples de footballeurs, basketteurs, entrepreneurs, artistes. Johnny Hallyday c'en est un, Johnny Depp c'en est un autre, qui ont gagné des fortunes et qui se trouvent surendettés parce que générer, c'est une variable, mais savoir gérer tes finances et les faire fructifier, c'est autre chose. Donc quand tu as des problèmes d'argent, ça te ramène en bas de la pyramide de Maslow. Et donc ça met ton cerveau en mode survie. Ça met ton cerveau en mode c'est la course, là il faut manger quoi. Et tu peux pas être facilement dans ta survie et en même temps connecté à ton génie, à ce qui t'inspire, à ta mission. Et donc je pense que c'est ça, moi, le lien qui m'affecte, c'est que en fait c'est comme si c'était une forme de non-sens en fait. C'est-à-dire que tu pourrais consacrer ta journée à apprendre ce que t'aimes, à servir les autres. Et parce que tu as un système qui est bien huilé pour te maintenir dans la survie et que tu t'empower pas, tu prends pas ton pouvoir là-dessus, en fait, tu vas passer 40 ans de ta vie à être dans une boucle infernale où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et je crois que les stats, c'est que l'argent, c'est une des plus grosses sources d'anxiété, en tout cas pour les Français, et je pense encore plus en ce moment. Mais c'est pas obligé d'être le cas, c'est ça qui est... Ouais, carrément. Moi, un jour, j'ai participé à un séminaire où j'ai eu cette prise de conscience que le seul moyen d'accéder vraiment à mon cœur, c'était de ne plus avoir besoin d'argent. Parce que tant que j'en avais besoin, je suis biaisé. Ça peut être petit, mais tu restes quand même biaisé de qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent. Et je pense qu'effectivement, c'est essentiel dans ce message de paradoxe de Live Your True Ambition. Tu peux pas, je pense, ou c'est très difficile de vivre tes vraies ambitions tant que tu as besoin d'argent. Et les gens peuvent se dire, ok, d'accord, mais comment je fais pour ne plus en avoir besoin? Et c'est quoi pour toi justement les étapes pour un jour peut-être arriver à ça? Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'arriver à ça. C'est une discussion que j'avais cette semaine avec différentes personnes. C'est que en fait, il y a deux niveaux, je trouve. Il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau où tu galères. Mais tu as un deuxième niveau où même si tu galères et que tu es en maîtrise, en fait, c'est déjà cool. Si tu es en maîtrise, tu n'as pas besoin d'arriver à la ligne d'arrivée, d'être libre financièrement pour déjà que ça n'impacte plus parce que tu sais que tu es en maîtrise. Et c'est quoi les différentes étapes justement pour pouvoir déjà être en maîtrise éventuellement et surtout arriver à une forme de liberté financière peut-être à un moment donné? Yes, top. Donc déjà, je pense que si on fait un peu la big picture, la vue globale des finances personnelles, on va avoir la grande case qui est la gestion de ton épargne, ta capacité à accumuler de l'argent, ta capacité à générer de l'argent et ta capacité à faire fructifier cet argent. Donc déjà, c'est 3 grandes cases. On pourrait rajouter une 4e case qui va se retrouver partout, qui est comment tu gères ta psychologie liée à l'argent. Donc, parce que c'est assez simple finalement, ta capacité à t'enrichir, c'est ça. C'est la vitesse à laquelle j'épargne,
qui est corrélé, finalement, c'est la soustraction assez simple de combien je gagne et combien je dépense, et ensuite ma capacité à le faire fructifier. Quand j'ai cette vision d'ensemble, peut-être partons, j'aime bien un peu un de mes sources d'inspiration, c'est Charlie Munger, il parle de inversion thinking, donc c'est un des modèles mentaux qui consiste non pas à réfléchir à comment tu obtiens X, mais comment tu n'obtiens pas X. Peut-être ça va être plus facile, parce qu'il y a des milliers de trucs que je pourrais te dire sur comment être plus riche, mais on va peut-être l'inverser à comment ne pas devenir riche. Je pense que un très très bon moyen de ne pas devenir riche, ça paraît simple, mais c'est de dépenser vraiment plus que ce que tu gagnes. Mais ça a plein de ramifications intéressantes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu dépenses plus que ce que tu gagnes? Et ça, on peut partir sur plusieurs choses qu'il s'agit de résoudre psychologiquement. À quel point potentiellement tu as un désir de te valoriser, de t'estimer toi-même par l'admiration de tes voisins en arrivant avec une voiture qui est meilleure des autres, de la société. Parce que tant qu'on n'a pas corrigé ça, tu vas pouvoir entendre 1000 personnes te dire ou 1000 livres te dire dépense moins que ce que tu gagnes. Tu vas continuer de le faire parce que ton addiction, elle est autour de voir le shoot dans le regard de l'autre de ah oui, il a une forme d'admiration, même si c'est même pas sûr qu'il en ait une réellement. Et donc, en tout cas, voilà, c'est de comprendre c'est quoi sur un plan psychologique qui fait que tu vas dépenser cet argent. Donc, une cause, c'est le fait d'obtenir l'admiration de l'extérieur. Une autre cause, c'est je veux fuir une vie qui me remplit pas vraiment. Et donc, potentiellement, c'est intéressant de se poser et de se dire qu'est-ce qui me fait dépenser comme ça? Parce que peut-être que je me construis une vie avec des gens qui ne me correspondent pas vraiment, dans un métier qui ne me correspond pas vraiment, dans un pays qui ne me correspond pas vraiment, une ville qui ne me correspond pas vraiment, peu importe. Mais en tout cas, plus je mets des choses dans ma vie qui m'inspirent, qui me remplissent, moins j'ai besoin d'être rempli par l'extérieur. Et donc, du coup, ça va naturellement baisser mes dépenses que je n'ai pas besoin de dépenser pour me remplir. La troisième chose qui est liée à ça, qui est que même si je fais ce qui me remplit, mais si j'arrive pas, et ce qui n'est pas évident qu'on a des profils plus achievement, accomplissement, etc., à valoriser ce que je crée dans ma vie, je vais toujours focaliser sur l'endroit où je suis vide. Et donc du coup, pour compenser mon sentiment de vide, je vais dépenser. Donc potentiellement mon sujet, dans ces cas-là, c'est la gratitude. Et il y a plein d'études scientifiques qui montrent qu'ils prennent des groupes de personnes et quand ils aident une personne à prendre le temps de regarder ce qu'elle a dans sa vie, qui a de la valeur pour elle, peu importe ce que c'est, ça n'a pas besoin d'être matériel, relationnel, des expériences qu'elle a vécues, des connaissances qu'elle a, et que face à l'autre groupe à qui on n'a pas fait ça, on leur propose des choses dans lesquelles ils vont être amenés à dépenser, et donc du coup à économiser davantage, le groupe qui est plus dans la gratitude va tendre à moins dépenser, parce qu'il est plus rempli en voyant ce qu'il a déjà. Donc il a moins besoin de se raconter que s'il avait cette voiture, cette montre, je sais pas, ce voyage qui serait enfin rempli. Et encore une fois, j'ai rien contre la voiture, la montre ou le voyage. Mais c'est ce moment où tu bascules dans te faire croire que demain sera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors qu'en fait, c'est une hérésie. Tu peux être un milliardaire et être hyper frustré parce que ta bière, elle est chaude et te dire putain, je suis un milliardaire, j'ai un staff de 500 personnes, on n'est pas capable de me apporter une bière qui est froide et péter un câble. Et les gens vont dire mais comment c'est possible? Bah si, c'est possible. Quand tu as bossé de 25 ans pour avoir ce milliard, ce yacht et ces 500 personnes, avoir ta bière chaude, tu pètes un câble. Et potentiellement, tu vas être plus frustré que la personne qui est frustrée de ne pas avoir autant de bière qu'elle veut. Et donc c'est intéressant si ta racine de tes dépenses, c'est ça. Mais on pourrait lister plein d'autres enjeux psychologiques à pourquoi tu dépenses comme ça, mais en tout cas, ça peut être potentiellement l'enjeu aussi de gratification immédiate. Je veux me créer du plaisir immédiat et j'arrive pas à visualiser comment, en gérant autrement mes finances, je vais m'apporter cette sécurité, je vais m'apporter cette liberté, je vais m'apporter quelque chose qui est important pour moi. Ce que j'entends beaucoup dans les personnes qui justement dépensent beaucoup d'argent, c'est donc là on va plus sur l'enjeu des croyances. Il faut vivre dans le présent, la vie elle est courte, à tout moment on peut mourir. Mais en fait ce raisonnement-là il n'est pas rationnel. C'est-à-dire que si tu as 30 ans quand tu dis ça, statistiquement vu que l'espérance de vie elle est X, t'optimises ta vie basée sur la statistique de je vais mourir demain alors que statistiquement tu as plus de chances d'être vivant demain. Et donc juste rationnellement ça ne fait pas sens. Prendre en compte que tu pourrais mourir demain pour éviter de basculer dans l'autre côté de je me prive de tout, ça c'est rationnel pour le coup. Mais utiliser l'argument que je peux mourir demain pour tout dépenser tout de suite est
en fait est irrationnel. Et encore une fois, on pourrait chercher la racine psychologique de Mhm. pourquoi, et quand tu creuses, il y a plein de Mhm. ramifications intéressantes, hein. Des fois, c'est j'ai perdu ma maman quand j'étais jeune, et donc j'ai été confronté à la brièveté de la vie, et donc en fait, c'est une réaction adulte au trauma de la petite fille, du petit garçon qui s'est dit la vie peut partir du jour au lendemain. Mais encore une fois, c'est pas rationnel, c'est parce que j'ai vu un cas qui est quelqu'un que j'aime partir que du coup, je vis encore comme le pantin de ce trauma que je peux soigner. Et Mhm. ça n'empêche pas de garder la beauté qu'il y a dans le fait de savoir apprécier, encore une fois, le présent. Donc ça, c'est une chose, on pourrait partir 8 heures sur tous les enjeux psychologiques de pourquoi je dépense. Et donc j'aime bien les prendre un à un et les neutraliser pour mettre plus de calme intérieur, de sagesse, de regarder la perspective à long terme. Et maintenant, pour clôturer là-dessus, ce qui est puissant, et ça va, je sais que ça va te parler, on a tous un système de valeurs qui est unique, des choses qu'on valorise, qui est unique. Et souvent, c'est qu'on ne voit pas le lien à un niveau profond entre gérer nos finances et ce qui est vraiment important pour nous. Mhm. Beaucoup de gens croient que être riche, quand tu demandes d'ailleurs aux gens être riches, souvent l'image qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont pouvoir acheter, et comment ils vont pouvoir dépenser. Mais n'importe quelle personne qui est riche, autre qu'une personne qui a hérité, si elle est riche, c'est parce qu'elle valorise l'argent. Et si elle valorise l'argent, elle ne valorise pas de le dépenser. C'est-à-dire que si je valorise la relation avec ma femme, logiquement, je veux qu'elle soit proche de moi plutôt que de s'éloigner de moi. Quelqu'un qui valorise l'argent, il n'a pas envie que l'argent s'éloigne de lui. Il a envie de le rapprocher de lui. Donc il n'a pas envie de le dépenser, il a envie de s'en occuper, de le regarder, et il a envie d'y penser, il a envie d'en parler, il a envie de l'investir. Et donc, souvent, quand les personnes n'ont pas l'argent qu'ils rêvent, c'est parce que l'argent n'est pas une valeur vraiment importante pour elles. Et donc, ce qui est puissant, c'est de se poser, se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, peut-être la relation avec mes enfants, dans ton cas, l'apprentissage, par exemple, et se demander en quoi mieux gérer mes finances, y mettre de la valeur, me rapproche de ce qui est important pour moi, de sorte qu'à un moment donné, il n'y ait plus l'argent, la gestion de l'argent et mon système de valeurs, mais que ça devienne un truc qui s'unifie, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne puisse plus penser à l'éducation de mes enfants sans voir comment Mhm. j'épargne. Quand j'épargne, j'investis sur mes enfants. Et en fait, du coup, là, ça va équilibrer le rapport de plaisir. C'est-à-dire que là où avant, je voyais potentiellement que le shoot de plaisir à m'offrir ce truc-là, maintenant, j'ai mon cerveau qui me montre l'image je sais pas, de la formation que je vais vivre plus tard ou de l'expérience que je vais vivre avec mes enfants. Et c'est d'autant plus facile de gérer la gratification immédiate quand j'ai une image forte d'un truc qui m'inspire, qui va arriver après. Donc ça, c'est facile à dire. Bon, c'est des exercices pour arriver à faire créer ce lien-là. Donc je pense que là, on a fait un peu la case, on va dire, épargne. Peut-être avant, je ne l'ai pas fait, mais il s'agit de créer une belle relation avec l'argent. C'est-à-dire que c'est difficile, enfin c'est très difficile de faire venir à soi quoi que ce soit que je dénigre. C'est-à-dire que si je passe mon temps à dire de toute façon les gens en couple c'est des connards, les gens en couple c'est des débiles, de toute façon j'ai pas besoin de ma femme. Si je passe mon temps à dire des phrases comme ça dans ma tête et celle des autres, et pire encore, à tirer de la fierté, de répéter aux autres, de toute façon moi j'ai pas besoin de ma femme. Et je pense que c'est assez prédictible pour tout le monde d'imaginer qu'au bout d'un moment, l'énergie que je vais mettre dans mon couple, plus que ma femme va entendre, donc Julie de moi, elle va se dire, bon ben, il a pas l'air d'être très engagé dans la relation. Et donc c'est prédictible que la relation va s'effriter. Et les gens se rendent pas compte que quand tu passes ton temps à dire, mais j'ai pas besoin de l'argent, l'argent c'est pour, l'argent ça sert à rien, et que tu y tires une fierté de dire que t'as pas besoin d'argent, tu tires une fierté de dire attention moi j'ai fait ce voyage sans argent, que tu passes ton temps à critiquer consciemment ou inconsciemment en toi ou avec les autres les gens qui ont de l'argent, bah déjà ça va être très complexe. Naturellement, si tu as grandi dans un environnement familial où tes parents ils ont critiqué l'oncle Tom parce que c'est le plus riche de la famille et toujours à dire mais de toute façon lui avec son argent il est prétentieux, de toute façon les gens qui ont de l'argent ils se perdent, tu as généralement inconsciemment pas envie de prendre le rôle de la personne de ta famille qui t'est la plus dénigrée. Et donc si tu bosses pas sur ça, si tu prends pas conscience qu'il y a une partie de toi qui a peur d'être perçue par les autres comme ta mère percevait ton oncle Tom, tu vas saboter le processus. Donc c'est sûr que je n'en ai pas dit, mais recréer une belle relation saine avec l'argent, le voir comme ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que si on prend l'histoire de l'argent, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'au début, l'humain, il est dans une forme de troc.
Tu sais être charpentier et construire une charpente. Je sais m'occuper des moutons. J'ai besoin d'un toit, tu as besoin de manger. Et on fait un deal et tu vas me faire mon toit et je te donne des moutons. Le problème de ça, c'est que c'est lent. Parce que si je te rencontre et que toi, tu es charpentier, mais moi, que j'ai déjà un toit, mais j'ai des moutons et tu as besoin de manger, on est coincé. Parce que je peux pas échanger avec toi. Alors que ton génie, quelqu'un d'autre que moi en a besoin, mais toi, tu as besoin de mes moutons. Et donc, on a commencé à se dire comment on fait pour arriver à permettre à des humains d'échanger la valeur, mais pas seulement dans une relation 1-1, mais dans une relation one-to-many, 1 à plusieurs. Et donc, on s'est dit, on va prendre des épices, par exemple. Et l'épice, l'avantage, c'est qu'on peut dire un mouton, ça vaut 2 sacs de paprika. Toi, charpente, elle en vaut 3 et on peut échanger. Parce que pendant un temps, c'était les moutons, par exemple, ou une vache. Sauf que c'est pas pratique d'échanger une moitié de vache pour une charpente, encore plus aujourd'hui. Et donc, le problème du paprika, c'est que je sais pas ce que tu en penses, mais te balader avec 8 sacs de paprika pour aller faire une formation, si toutes les personnes qui venaient à la Paradox School venaient avec du paprika, du sel, de l'épice, etc., on aurait besoin d'un sacré entrepôt, donc c'est la misère. L'argent, c'est juste la suite logique de ça, de se dire, bon, on va faire des pièces d'or petites, en fonction de leur poids et de la quantité d'or, elles auront plus ou moins une valeur. Après, on s'est dit, bon, c'est quand même compliqué, l'or, et grâce à la technologie, on est capable de digitaliser ça. Et j'adore d'ailleurs pour les gens qui ont une forte valeur spiritualité. Souvent, dans les personnes qui ont une forte valeur spiritualité, il y a une forme d'opposition matière-lumière. Et j'aime bien jouer avec ça pour les aider. C'est-à-dire, mais en fait, tu as d'un côté un truc qui est très matière, le paprika, et de l'autre côté, tu as un truc où l'argent, c'est électrique, qui est quand même beaucoup plus proche de la lumière. Est-ce que tu vois pas que l'argent est en train d'aller vers une forme de spiritualité ? C'est-à-dire simplement ne pas être attaché là à un objet physique. Et souvent, ça les aide à se rendre compte qu'il n'y a rien de malsain dans l'argent. C'est juste la meilleure version que l'humanité ait trouvée pour permettre aux gens de pouvoir échanger leur génie entre eux. Et donc, quelqu'un qui dirait que l'argent, c'est mal, en fait, t'as pas compris à quoi ça sert. L'argent, c'est juste ce qui permet aux pianistes de pouvoir se dévouer à son art, passer des heures dans l'obscurité à raffiner son piano pour qu'un jour, des gens puissent lui donner de l'argent pour assister à son spectacle. Argent qu'ils ont gagné en faisant eux-mêmes une charpente, de la comptabilité, X, Y, Z. Donc, l'argent, elle est totalement neutre. Et pareil, dans l'autre sens, d'ailleurs, l'argent n'est ni un truc à mettre au rang de Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est juste le moyen d'échanger de la valeur. Et je pense que ça m'amène du coup à générer. Quand tu as compris que l'argent, c'est juste le médium de la valeur et de la zone de génie qui est échangée entre les êtres humains, tu as compris l'équation de l'argent. L'équation de l'argent, elle est simple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se lever en se disant « Ah, j'espère être millionnaire ». Si tu t'obsèdes là-dessus, tu es centré sur toi. Or, on vient de le dire, l'argent n'est que le fruit du fait de résoudre les problèmes des autres avec ta zone de génie. Donc l'obsession le matin, c'est pas « Ah, j'ai envie de devenir millionnaire ». L'obsession, c'est quels sont les problèmes que les gens ont. Quels sont les problèmes parmi ça qui m'inspirent? Quelle est ma zone de génie et là où j'ai envie de progresser pour avoir une intersection entre les gens où est-ce qu'ils souffrent ou alors où ils ont des rêves et moi, ma capacité à développer mes compétences pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et donc, l'équation de l'argent, c'est simple. C'est se lever le matin, identifier les problèmes et les résoudre plus rapidement, plus facilement et mieux que les autres. Un mix de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal au dos et je suis capable de résoudre ton mal de dos plus rapidement que les autres, je vais gagner plus d'argent. Si je suis capable de résoudre ton mal de dos et que ça te fasse moins mal que les autres, je vais gagner plus d'argent. Si je suis capable d'avoir plus de probabilité de te résoudre ton problème de dos que les autres, je vais gagner plus d'argent. Si je suis capable de le faire plus rapidement, que ça te fasse moins mal et que tu aies plus de chances d'y arriver, je vais gagner plus d'argent. Donc ça, c'est l'équation de l'argent sur le côté le plus pragmatique. Maintenant, il y a de la psychologie qui rentre à nouveau en jeu. C'est-à-dire que même si je suis le kiné qui résout le mieux tes problèmes de dos facilement, sans douleur, avec un haut taux de chance, mais que dans ma psychologie, je me dénigre et je dénigre la valeur que j'apporte, et ben je ne vais pas pouvoir créer cet échange équitable parce que je vais avoir du mal à proposer aux autres mes services de kiné parce que je vais me dire en fait non, je ne suis pas à la hauteur, c'est nul ce que je fais, je ne vais pas y arriver et je vais être à nouveau concentré sur moi et l'endroit où je suis déficient. Je ne vais pas être objectif sur la valeur que je suis en capacité d'apporter. Et donc là, si j'ai déjà résolu le premier, c'est-à-dire
J'ai identifié de la valeur et je suis capable d'apporter de la valeur rapidement, facilement, avec un haut taux de succès. Le deuxième jeu, c'est m'entraîner à voir la valeur que j'apporte jusqu'à ce que moi-même je m'achèterais moi-même. Jusqu'à ce que j'ai les larmes aux yeux, me dire waouh, si ça n'était pas moi et que je voyais cette personne, j'aurais les larmes aux yeux de voir sa contribution au monde. Et quand j'ai vraiment fait l'exercice à fond, je vais être capable de. En fait, si c'était quelqu'un d'autre, je serais capable de la vendre parce que je suis convaincu que sa contribution est importante. Et donc là, ça va être déjà plus facile de communiquer auprès d'autrui que ce que je fais a de la valeur et je vais plus être centré sur moi. Parce qu'en fait, souvent, le syndrome imposteur, c'est quand même une obsession sur soi. Moi. Est-ce que je vais être à la hauteur plutôt qu'une obsession de. Il y a tous ces gens qui ont des problèmes. Certes, je suis pas parfait, mais j'ai quand même telle valeur et je me lève le matin avec le désir de résoudre le problème à un maximum de personnes. Donc, en fait, c'est le combo de je vois les problèmes des gens et j'ai de l'amour suffisamment pour eux et j'ai suffisamment avancé sur la valeur que j'ai pour que du coup, ce qui prime le matin, c'est pas ma peur d'être déficient, c'est mon cœur qui dit tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu fais. C'est-à-dire ça devient ta mission de vendre, non pas pour gagner de l'argent, parce qu'il y a un besoin ici, il faut apporter à des gens. Donc ça serait contraire. J'aime bien le prendre à l'envers, c'est que souvent les gens ils pensent que demander de l'argent c'est égoïste et prendre. En fait là ça s'inverse, ça serait être égoïste que de ne pas mettre mes dons au monde, mettre mes dons au service du monde, parce que ces gens-là ont un problème et j'ai une manière unique de le résoudre. Juste sur ça, parce que ça me parle, tu as dit quand j'ai fait l'exercice jusqu'au bout, j'ai juste envie d'aller servir et je peux pas ne pas vendre. C'est quoi justement cet exercice? Comment tu fais pour augmenter ce niveau de perception que tu as de ce que tu peux apporter et pas être centré sur est-ce que je suis déficient ou pas? Yes. Alors qu'on soit d'accord, il y a des gens pour qui leur problème c'est l'opposé. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'ils sont en surconfiance de ce qu'ils apportent versus ce que les gens se disent vraiment. Donc, comment je fais? Il y a plein de manières en fonction de la personnalité des gens. Un exercice qui marcherait bien, ce serait de le faire avec un ami, d'inverser les rôles. L'autre devient moi. Ouais. Et donc du coup, c'est plus à moi en fait. Je peux le faire de plein de manières, mais donc par exemple, imaginons, tu deviens David, moi je suis une personne lambda et tu vas me dire en fait en quoi je devrais t'acheter. Mais du coup, je vais pouvoir l'entendre en fait, vu que toi tu sais par exemple ma zone de génie, et je vais t'entendre toi en train de me vendre à moi-même. Je sais pas si je suis clair, c'est-à-dire qu'en fait t'es David et Ok, je suis David. et tu te vends à moi. Et en fait, déjà, c'est un côté puissant. Ah ouais, ok. Si la personne me connaît bien, Ouais, j'en sais rien, par exemple, ouais, je vois. prenons pas David, mais imaginons, je suis Tom et tu joues Tom et que j'ai une empathie de dingue. Et en fait, m'entendre te dire que voilà, tu mets du cœur dans ce que tu fais, de l'amour, ça va me permettre de plus le réaliser. Je vais prendre un exemple que j'adore, c'est Patrick Mouratoglou, Serena Williams, donc tenniswoman, légende. Elle passe par une phase un peu de down où elle est un peu en bas. Il lui dit écoute, assis-toi et je vais te raconter ton histoire. Et là, il lui raconte son histoire. T'étais petite, t'étais pas la préférée par rapport à ta grande sœur, qui était l'élue. Tout le monde pensait que c'était elle la grande joueuse de tennis. Il lui raconte. Et en fait, donc il y a plein de variations de ça. Ça peut être simplement que toi, je pourrais simplement toi t'entendre vendre David à quelqu'un d'autre. Enfin, tu peux. En tout cas, le côté jeu de rôle, de sortir de ta position de moi, je dois me vendre à quelqu'un. Donc soit t'entendre toi le vendre. Enfin, peu importe la position. En tout cas, il va avoir un côté guérisseur à sortir de moi et l'entendre autrement. Tu vois, ça pourrait être toi qui vend David à moi-même, tu vois, jusqu'à ce que je l'achète. Et donc voilà, c'est puissant ce truc-là. L'autre manière, c'est d'avoir un livre que tu dédies aux témoignages de gens auprès de qui tu as eu un impact. Et à chaque fois que tu doutes de toi, revenir et lire ça. Ou avoir une librairie vidéo de personnes qui te font un témoignage vidéo et à chaque fois de relire ça. À chaque fois que tu doutes de toi, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai des témoignages vidéo qui quand je les vois, je ne peux pas douter de moi. Et en fait ça me transcende, c'est-à-dire que quand je lis ça ou je les vois, d'un coup je me dis je peux pas arrêter. Il y a des gens qui ont les larmes aux yeux là, qui par la contribution de Paradox ça a transformé leur vie. Je rêve qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ça et donc ça va m'amener à continuer. Mais après, ça reboucle sur l'interview qu'on a fait tout à l'heure. C'est aussi aller dans le niveau granulaire de ce que tu apportes au-delà
du truc lambda, parce qu'il y a besoin d'être confronté parfois. T'apportes pas que ton service. Imaginons que tu as un restaurant. Tu n'apportes pas que tes plats. En fait, si tu prends le temps de regarder, tu as peut-être une partie de tes clients qui, parce que tu as une écoute particulière en tant que restaurateur, t'ont confié un truc perso. Et donc, tu as joué le rôle de psychologue. Si je prends mon coach sportif, par exemple, il ne m'apporte pas que le fait de développer mes muscles. Il a une super bonne oreille, il est à l'écoute. Et donc, il me permet de me sentir mieux dans ma peau. Et donc, si lui devait faire l'exercice, je l'inviterais à réaliser, non pas seulement, d'ailleurs je lui ai dit récemment, parce que je l'ai aidé un peu sur son marketing, je lui ai dit mais en fait, ce qui fait que je t'achète, c'est pas juste comment t'es bon sur la technique du fitness. Déjà, ce qui est exceptionnel chez toi, c'est que tu prends en compte que j'ai une vie d'entrepreneur hyper complexe et que parfois mon enjeu, c'est pas de pousser plus sur le poids, c'est en fait de vider ma tête. Et il orchestre ma séance pour que parfois, en fait, juste après une séance de pompe, j'en sais rien, je ferme les yeux et juste je médite. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, c'est réaliser qu'au-delà du service, le premier service qu'il vend, il apporte d'autres choses, mais c'est valable pour un salarié. C'est-à-dire, le salarié, il peut être comptable, mais ça se trouve, il met une ambiance de fou au travail. Et donc, c'est réaliser toutes les choses que tu apportes. Enfin, je t'écoutais, ça m'a mis les larmes aux yeux juste de repenser à... C'est même pas besoin de volume, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai 1 ou 2 témoignages là qui me sont venus de personnes où je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, quand je pense à ces personnes, j'ai envie de faire plus, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, les avoir proches de toi, texte, vidéo, photo d'eux, on est très sensible à l'image, l'humain ou au son. Ça va te rappeler en fait qui tu es, ce qui est important pour toi, la valeur que tu peux apporter au monde. Et un truc qui est important souvent qui fait qu'on dénigre notre valeur, c'est qu'on va être focalisé sur les gens à qui on n'a pas réussi à apporter de la valeur. Mais c'est comme si en couple, on se disait qu'on mérite pas d'être en couple parce qu'on s'est séparés 4 fois. Mais en fait, non. C'est pareil dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne correspond pas à tout le monde. Et tu peux ne pas avoir t'as pas apporté, entre guillemets, la valeur que ces 3 précédentes femmes ou hommes cherchaient. Et pour autant, pour ta compagne ou ton compagnon actuel, avoir une immense valeur. Et c'est valable pareil avec le marché. Tu peux avoir été licencié 3 fois et pour autant être une pépite exceptionnelle pour une entreprise. Parce que c'est un match dans les deux sens. La valeur, c'est pas un truc totalement objectif qu'entre guillemets 1 milliard de personnes pourraient voter. Ouais. C'est un segment de gens qui valorisent ce que tu as à apporter au monde. Si j'aime pas la musique classique et que je demande à des gens qui aiment le rap mais pas la musique classique de voter ma musique, ils vont dire que c'est nul. Ce qui compte, c'est de demander à des gens qui adorent la musique classique qu'est-ce qu'ils pensent de ma musique et qu'est-ce que ça leur fait. Et c'est ces gens-là que je me lève le matin pour eux. Et du coup, comment tu fais la distinction entre je me crée un monde où je suis une superstar dans ma tête alors que je suis nul, en regardant 2 témoignages sur 50 clients qui sont venus, et de l'autre côté, en fait, je vois trop ce que je fais pas bien, quoi. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça par opposition. C'est-à-dire que si je sens que je suis confiant, je vais avoir tendance à chercher ce que je fais pas assez bien. Et si à l'inverse, je sens que je suis en train de douter de moi, et j'ai peur, j'ose pas y aller, chercher qu'est-ce que j'apporte. Et donc, en fait, quand tu fais ça, logiquement, au bout d'un moment, tu vas rentrer dans un espace où toi n'es plus dans l'équation, t'es centré, ça te ramène dans le service. Soit parce que tu es en surconfiance, tu vois tous les trucs que tu fais pas parce que tu as des clients qui sont frustrés et ça te ramène en mode il faut que je bosse, donc service. Soit tu es en sous-confiance et tu lis ce que tu apportes aux gens et ça te ramène à je veux plus les aider, je veux leur donner plus, je veux aider plus de gens comme ça, service. Et donc si tu es sur toi, c'est que généralement tu es trop de l'un ou de l'autre. Yes. Donc en tout cas, si on résume, identifier des problèmes, s'obséder à identifier des problèmes, passer du temps à demander aux gens qu'est-ce qui est challenge dans ta vie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te frustre, de quoi tu aimerais, qu'est-ce que tu rêves. Parce que beaucoup de gens n'ont pas assez d'argent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas assez d'amour pour l'humanité. Ils n'ont pas assez d'amour pour écouter les autres sur ce qui est important pour eux. L'argent, c'est le reflet de servir. Et j'insiste encore, je reboucle sur ce qu'on a dit. Le kiné qui pense que son job, c'est d'être qu'un kiné, il n'a pas compris. C'est de servir un humain. Si je prends l'exemple du dentiste, un exemple que j'aime bien parce que je déteste aller chez le dentiste. Et le dentiste que je choisis, je ne sais pas s'il est meilleur dentiste, mais il a compris un truc. C'est qu'en tout cas pour le segment de clients comme moi, le fait que l'ambiance fasse pas dentiste, ça change tout. Déjà, le mur, il n'est pas blanc.
il est pas blanc avec un genre de bleu vert qui me rappelle l'hôpital parce que j'ai été très malade. Je pense que ça me replonge là-dedans. L'ambiance, elle est plutôt beige, chaleureuse. Les sièges, ils sont confortables. Au plafond, il y a une télé avec Netflix. Il me passe un casque réduction de bruit. Il est hyper à l'écoute, il est hyper empathique. J'ai pas l'impression d'aller chez le dentiste. Potentiellement, il y a des gens qui diraient mais c'est commercial, le mec il est même pas le meilleur dentiste. Ouais, mais en fait mon problème, c'est pas qu'il soit le meilleur dentiste. Mon problème, c'est que je vais pas aller chez le dentiste si l'expérience pour moi elle est trop désagréable. Et donc ce mec-là, il a compris qu'il vendait pas des dents, il vend une expérience. Et donc résoudre des problèmes, c'est pas simplement résoudre le truc. T'es comptable, potentiellement. Ton manager, ton chef d'entreprise, ce qu'il achète, c'est peut-être pas une bonne comptabilité. Peut-être qu'il a hyper peur des chiffres. Il déteste en train de parler des chiffres. Et si tu arrives à l'éduquer financièrement, à le rendre à l'aise, à le sécuriser émotionnellement, peut-être que tu n'es pas le meilleur comptable du marché, mais qu'il va te promouvoir et jamais te licencier parce qu'en fait, il progresse grâce à toi. Les gens sont trop concentrés sur leurs micro-trucs parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'amour pour écouter leur manager en disant « C'est quoi qui te frustre par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu comprends pas ? Qu'est-ce qui est dur pour toi ?» Et d'un coup, dire « Ah, mais en fait, son problème, c'est pas ma qualité de ma compta. Son problème, c'est que juste le mot compta lui fait avoir envie de se suicider. Et ma mission va devenir de résoudre ça. » Donc, identifier des problèmes, résoudre des problèmes avec ma zone de génie. Ça passe aussi par développer mes compétences. Parce que potentiellement, je suis pas assez bon en communication, pour prendre l'exemple du comptable. Développer mes compétences d'organisation, mes compétences techniques, etc. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux power skills. 2, voir la valeur que j'apporte. Jusqu'à me convaincre moi-même que j'ai ma pierre à l'édifice à apporter à l'humanité, tout en réalisant que je suis insignifiant à l'échelle de l'humanité. Être au milieu des deux, c'est paradoxal. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à communiquer ma valeur dans les valeurs des autres. Parce que je peux être le meilleur kiné, j'arrive à créer une ambiance de folie, créer un lien de fou, je résous les problèmes du dos des gens, je vois la valeur que j'apporte et je la reconnais. Bon, logiquement, je vais en vivre à ce stade. Mais potentiellement, je vais encore galérer parce que j'emploie un langage qui est mon langage de passionné, de dos, de biologie, etc. et que mes clients, ils comprennent rien à ce que je raconte. Et encore une fois, c'est un manque d'amour. C'est-à-dire que si je vais en Chine et que je ne parle pas chinois, je peux essayer de leur parler français avec toute la volonté que je veux et être frustré qu'ils ne m'écoutent pas, qu'ils ne me comprennent pas, qu'ils n'aient pas envie de m'entendre. Mon problème, c'est que je ne care pas suffisamment pour essayer de trouver un langage au moins commun qui est peut-être l'anglais. Et donc, si je suis kiné, peut-être que ce qu'ils vont avoir besoin d'entendre, c'est comment ils vont se sentir après la séance. Ou tu vois, un chirurgien qui, après l'opération, est capable de regarder droit dans les yeux son patient et lui dire « Monsieur, madame, l'opération s'est super bien passée. D'ici quelques semaines, vous allez prendre vos petits-enfants dans les bras. » Et il a compris qu'il n'était pas un mécanicien. Il a compris qu'il avait un patient dont son objectif, c'est en tant que grand-parent de pouvoir continuer à être avec ses petits-enfants. Il a tout compris. Et lui, il va pouvoir valoriser... Enfin, le marché va le valoriser davantage. Et donc, c'est vraiment 3 niveaux. Résoudre des problèmes, reconnaître ma valeur, communiquer ma valeur. Si je fais ça, c'est impossible de ne pas générer plus d'argent. Impossible. Et les gens qui galèrent sont centrés sur eux-mêmes sur les 3 niveaux. Ils veulent faire uniquement ce qu'ils kiffent en s'en foutant des autres. Ils sont centrés sur leurs déficiences sans réaliser qu'ils apportent de la valeur. Et ils communiquent les choses dans ce qui est important pour eux et pas ce qui est important pour les autres. Mais c'est normal que la vie ne te récompense pas et que l'humanité ne te récompense pas si tu penses qu'à toi. Donc ça, c'est généré. Et après, pour faire fructifier, on pourrait... y a plein de choses qu'on pourrait explorer. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je dirais un truc, si on pense à comment ne pas s'enrichir, c'est se faire... En fait, laisser la partie animale de soi qui veut la gratification immédiate, la laisser être aux commandes et faire en sorte que du coup, toutes les personnes qui me vendent un peu l'idée de m'enrichir rapidement, en fait, ils vont parler à cette partie animale qui veut de l'argent très, très, très vite. Mais si je prends conscience que à chaque fois que j'ai l'excitation extrême de m'enrichir rapidement, ça peut être un mauvais signe. En tout cas, c'est une alerte pour me dire attention de quoi on est en train de me parler. Ça va m'inviter à prendre du recul, à respirer et à plutôt essayer de me construire une pyramide financière plutôt que de mettre tout mon argent sur des choses où on me vend que je vais avoir un taux de rendement à 30%, ce que même Warren Buffett n'a pas réussi à faire. Quand tu sais le taux de Warren Buffett,
tu sais que toute personne qui te vend autre chose que un taux de rendement supérieur à celui de Warren Buffett, avec un taux de certitude qui est plus élevé que Warren Buffett, il y a beaucoup de chances que ce soit une arnaque. Et pareil, même si c'est pas une arnaque, les gens vont se précipiter sur la crypto, etc. parce que c'est l'appât du gain ou investir sur des startups. Mais en fait, ils mettent tout leur argent sur des choses qui ont une faible probabilité. C'est pas de l'investissement, c'est c'est de la spéculation. C'est-à-dire que tu as une probabilité de faire beaucoup d'argent et tu as beaucoup de probabilité de perdre tout cet argent. Et donc, s'éduquer sur comment je me construis un matelas d'épargne, comment j'investis, comment j'apprends à faire de l'investissement qui est plus sûr et progressivement aller vers ce qui est plus spéculatif, c'est plus sage à long terme. Et statistiquement, ce qui va t'amener à plus t'enrichir. Parce que un autre truc, si on prend la partie psychologique de l'investissement, on se fait avoir par plein de biais cognitifs. Entre autres, on a un biais cognitif qui fait que on va avoir tendance à survaloriser les exemples versus les statistiques. Parce qu'on est conditionné en tant qu'humain à être plus sensible à un humain qu'à un chiffre. Dans le documentaire avec Bill Gates, il dit que les gens vont être plus sensibles à un être humain qui meurt face à eux qu'à l'idée qu'un million de personnes meurent à l'autre bout du monde. On est câblé comme ça. On est câblé pour être sensible à un être humain. Ça a des vertus, parce qu'on va du coup pouvoir aider un être humain qui est à côté de nous. Mais ça a aussi plein de pièges dans l'investissement, ce qui est que tu vas être sensible aux 3-4 personnes qui ont fait beaucoup d'argent en investissant en crypto, en te déconnectant complètement, que statistiquement, tu avais beaucoup plus de chances de tout perdre en faisant comme ça. En fait, ça reviendrait à dire, imaginons que je te propose un jeu qui consiste à dire qu'on va jouer à la roulette russe avec une vraie balle, et si tu gagnes 1 million d'euros. Et donc, naturellement, on va pouvoir avoir des gagnants qui ont 1 million d'euros et je vais pouvoir dire à tout le monde, regardez, j'ai trouvé un véhicule d'investissement qui est complètement dingue, on a plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires. Mais en fait, c'est irrationnel parce que toutes les personnes qui sont mortes, elles ne sont pas là pour parler. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans plein de systèmes de véhicules financiers. On prend les quelques gagnants qui ont gagné beaucoup d'argent et parce que c'est un biais cognitif et on ne peut rien y faire. Tous ici, même Warren Buffett, va y être sensible. La seule chose que tu peux faire, c'est apprendre quels sont tous les biais cognitifs, les connaître et que ça fasse une office d'alerte de « Ouh, là, je sais que c'est mon biais cognitif. » Par exemple, recency bias, j'en sais rien, ou le biais du survivant, ou peu importe, ou l'aversion à la perte qui est en train d'être mobilisée et donc respire pour réactiver la partie plus sage en soi qui est plus le cortex préfrontal qui va permettre de prendre du recul. Et donc, il y a un immense enjeu psychologique finalement dans ta relation à l'argent, comment tu épargnes, comment tu gagnes de l'argent et comment tu l'investis. Et les gens pensent que l'argent c'est de la technique, mais c'est au moins 50% de la psychologie. Parce que tu vas faire rien de tout ça si tu gères pas ton cerveau. Ah, c'est clair, sur la partie investissement, j'ai perdu tellement d'argent alors que j'étais éduqué. Hein. Mais juste parce que ma psychologie voulait gagner de l'argent rapidement. Ça. Donc ouais, c'est dingue. C'est dingue. En tout cas, déjà, merci pour tout ça, parce que je pense vraiment que l'argent peut changer une vie. Je pense que l'argent a tellement changé ma vie, me permet d'avoir d'autres idées, d'autres possibilités. Et aussi travailler avec Paradox, je pense que si j'avais pas cet confort financier, j'aurais préféré continuer mon petit truc de mon côté et tout ça. Et on en parlait cette semaine. Je sais que tu es sur le point d'aller plus loin sur ce que tu apportes sur l'argent. C'est quoi du coup la meilleure manière de poursuivre, de continuer et de prendre en main sa destinée financière? Waouh, la question large, je sais pas, là on organise une masterclass sur le sujet pour aller plus loin. On présente le modèle qu'on a créé sur l'argent, justement, c'est un modèle qui a pour but d'être simple. Moi, ce qui compte, et je pense souvent à ma femme, pour qui l'argent c'est pas la valeur numéro 1, de comment on fait pour aider toutes les personnes pour qui l'argent à la base n'est pas la valeur numéro 1, à mettre en place les fondations pour transformer leur avenir financier et devenir libre financièrement. Et pour moi, libre financièrement, c'est pas être multimillionnaire, ça peut être ça, mais c'est en fait l'argent n'est plus un stress. Tu as la liberté de faire ce qui t'inspire. Tu te sens empower, tu sens que tu as confiance en toi parce que c'est un pouvoir en plus que tu as. Tu gères l'argent. Ça change aussi le rapport aux autres, de comment ils te regardent. Et donc, je pense beaucoup à ça parce que finalement, ceux pour qui l'argent est une valeur numéro 1, il y a des grandes chances qu'ils sont déjà hyper éduqués, ils passent leur temps à faire ça.
Moi, avec Paradox, j'ai envie de permettre aux millions de personnes pour qui l'argent est un stress ou ils sentent qu'ils peuvent passer à un autre palier, de franchir ce palier-là et d'être serein financièrement, libre financièrement. Et donc là, on crée une masterclass pour présenter le modèle qu'on a créé. Trop bien.